mettre le texte devant nous, tu peux. Mais si tu n'y arrives pas ou tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Alors, je vous lis la Mishnah. C'est la Mishnah Yudzai. On l'a commencé la semaine dernière et maintenant, on la continue. Shimon beno Omer. Shimon, qui était le fils de Rabbi Gamliel, avait l'habitude de dire Kol Yamai, Gadalti ben Hachamim. J'ai grandi parmi les sages. Velo matzati la gouf et la shtika. Et je n'ai pas trouvé que, comme bonne chose, le silence. Et on a essayé la semaine dernière d'expliquer la relation qui doit exister entre la parole et le silence. À part Ève, qui était là la semaine dernière, puisque je ne sais pas qui sont les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui étaient au cours de la semaine dernière? Oui. D'accord. Qui a répondu oui? Patricia. D'accord. Non, parce que moi, je n'ai pas le marché. Moi, je fais sur mon smartphone et je ne vois pas forcément les gens qui sont au cours. Alors, aujourd'hui, on commence le deuxième enseignement. Vélo à Midrash ou à Ikar, et là à Maasé. Alors, je traduis et j'explique. L'essentiel ne sera pas l'étude, mais l'action. Alors, on explique. Nous, les êtres humains, nous devons connaître comment on fonctionne. Et on fonctionne avec 3 systèmes qui ont chacune leurs règles et on doit connaître bien leurs règles. Premier système, première dimension, l'étude, la connaissance, la compréhension, la réflexion. Et pour cela, nous avons des qualités cérébrales. Et on doit être capable de les utiliser correctement, aussi bien dans le Chol que dans le Kodesh. Et on se devra toujours d'entretenir sa tête et d'étudier correctement et de s'enrichir correctement. Mais il faut bien comprendre que l'étude, ce n'est que la première étape. Deuxième étape, c'est la volonté. Ça veut dire, plus tu vas comprendre et plus tu vas avoir envie de faire les choses. Si tu vois que tu as du mal à faire les choses, c'est parce que tu n'as pas envie. Si tu avais envie, rien ne t'arrêterait. Donc, si tu vois que tu as du mal à réaliser quelque chose, c'est parce que tu n'as pas envie. Mais en fin de compte, si tu n'as pas envie, c'est parce que tu n'en vois pas le sens et tu ne vois pas la valeur. Alors, le premier système, c'est la compréhension. Le deuxième système, c'est le désir et la volonté. Et le troisième, c'est la réalisation pratique. Alors, vient le sage dans la Mishnah et il nous enseigne que l'étude, ce n'est pas le but final. Le but final, c'est la réalisation. Vélo à Midrash ou à Ikar, l'étude ne sera pas la dimension finale, ce n'est pas le but, mais la réalisation. Alors, je reprends, chacun d'entre nous, nous vivons dans 3 dimensions, nous avons 3 systèmes que nous devons apprendre à gérer correctement. La compréhension, le deuxième, l'envie et le désir, et le troisième, la réalisation pratique. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer comment on fait fonctionner ces 3 systèmes. Mais d'abord, je m'arrête pour vérifier. Vous m'entendez correctement? Et est-ce que vous avez des questions? Oui, on vous entend et moi, personnellement, je n'ai pas de questions. D'accord. Shalom. Moi, j'ai une question. Excusez-moi, je suis arrivée 5 minutes en retard. C'est quelle Mishnah qu'on est en train d'étudier? On est au premier chapitre, à la Mishnah 17. Ok. Merci beaucoup. Shimon beno Omer. Et nous sommes au deuxième enseignement, Lo Amidrash ou Ikar et la Maasé.
Ok. Alors, je vous explique. Premier domaine, la compréhension. Alors, la compréhension, elle a des lois, elle a des règles, et on se devra de bien les connaître. D'abord, un enseignement se devra d'être toujours clair. C'est vrai pour un cours que tu dois entendre de Torah, mais c'est vrai aussi quand tu vas étudier quelque chose, à la fac ou ailleurs. Ça devra être clair. Ensuite, ça devra être toujours ordonné. Et quand je dis le mot ordonné, je veux expliquer différentes dimensions. Première explication, thèse, antithèse, synthèse. Ah ben ouais, quand tu étudies un sujet, ça doit être organisé que d'abord tu apprends la thèse, après tu vas apprendre l'antithèse, et après tu vas apprendre la conclusion, la synthèse. Mais organiser, ça veut dire aussi que s'il y a énormément de détails, alors tu dois les agencer pour que tu vas créer un tableau clair. Je vous donne une image, et c'est une image très précise. Apprendre quelque chose, c'est comme créer un puzzle. Alors, chaque pièce doit être à sa place pour créer un tableau correctement. Et s'il va manquer une pièce, ben en fin de compte, c'est toute la photo qui va disparaître. Alors, un enseignement doit être clair, un enseignement doit être organisé. Troisième, un enseignement se devra d'être résumé. Ça veut dire que tu dois connaître la chose sous différentes manières. De manière très détaillée ou bien de manière très concise. Alors, plus tu vas connaître la chose et plus tu vas la maîtriser et plus tu seras capable de la condenser et de la résumer. Autre condition, comment tu peux savoir si tu as bien compris? Quel test tu vas te faire? Réponse, est-ce que tu es capable de l'exprimer à quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, est-ce que tu es capable de lui faire partager le sujet? Et donc, très souvent, tu vas t'apercevoir que tu pensais avoir compris, mais quand tu vas passer à l'étape que tu dois lui expliquer, bah, tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte, tu as du mal. Ou bien, par exemple, tu vas t'apercevoir que l'autre va te poser des questions et toi, ou tu n'y étais pas préparé, ou tu n'y avais pas pensé, ou il te manque des connaissances. Donc, ça veut dire que tu maîtrises ton sujet, mais pas entièrement. Bien entendu, des fois, ça se peut aussi qu'on va te poser des questions qui sont hors sujet. Alors, c'est ton rôle de dire, votre question est intéressante, mais c'est hors sujet. Je crois que j'ai envie de vous dire que malheureusement, beaucoup de gens étudient la Torah à travers des milliards de cours, mais en fin de compte, ils restent toute leur vie avec une vision très embrouillée des choses. Je tiens aussi à vous expliquer que la connaissance est un long processus et qu'on ne peut pas l'accélérer de manière arbitraire. Ça veut dire, je vous donne une image. Alors, c'est moi qui l'ai inventé, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Un cours, c'est comme manger quelque chose. Mais après, il faut le digérer. Et le processus de digestion, il est toujours beaucoup plus long que le processus de se nourrir. Ça veut dire, ça oui, c'est marqué dans les textes. Étudier la Torah, c'est comme préparer la nourriture. Il y a la nourriture matérielle et il y a la nourriture spirituelle. Alors, dans la nourriture matérielle, il y a 3 étapes. La préparation, ça prend des heures. Manger,
c'est toujours très rapide. Et après, la digestion, c'est long. Excusez-moi, on m'a téléphoné. Je reprends. Étudier la Torah, c'est comme manger. Et dans manger, il y a 3 étapes. Préparer la nourriture, ça c'est un processus long. Tu prépares Shabbat, ça prend plusieurs heures. Manger, ça c'est toujours très rapide. Et après la digestion. Et généralement, la digestion, elle est plus grande que même la préparation. Et manger en même temps. Parce que la préparation et manger, ça ne prend pas 6 heures. Mais la digestion, ça prend 6 heures. Alors, un cours de Torah, c'est la même chose. Le Rav, il t'amène le cours, mais toi, tu dois prendre le temps de digérer. Si tu veux grandir. Et ce n'est pas parce que tu vas manger que tu vas grandir. Il faut manger et digérer. Dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. Alors ça, c'est la première étape. C'est le premier système qui s'appelle l'étude et la compréhension. Dans ce domaine-là que je suis en train de vous expliquer, est-ce que vous avez compris et est-ce que vous avez des questions ou des interventions avant que je continue? Non, c'est clair. C'est clair. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, je passe à la deuxième. La volonté. La volonté. Excusez-moi, là, on n'arrête pas de m'appeler. Là. Alors, la volonté, on se devra aussi de la connaître et de connaître le système. Ça veut dire que des fois, on ne veut pas parce qu'on ne comprend pas l'utilité de la chose. Mais des fois, on comprend. Ça veut dire, je reprends l'idée, ça veut dire, dans notre personnalité, on est faible de caractère. Et parce qu'on est faible de caractère, Ève, Ça a coupé, Rav. Ève, excuse-moi, vous m'entendez? Oui, à l'instant. À l'instant, Hein? mais ça a coupé. Ouais, je sais, parce qu'on n'arrête pas de m'appeler. J'ai dit aux gens que je ne peux pas répondre. Oui, Là, maintenant, vous entendez? D'accord. Alors, je reprends. Des fois, la volonté, elle est bloquée pour différentes raisons. Alors, on se doit de connaître les raisons du blocage de la volonté. Première raison, tu ne comprends pas l'utilité. Deuxième raison, c'est faiblesse de caractère. Et donc, tu as du mal à te surmonter. Troisième raison, il ne faut pas avoir peur de le dire, la paresse. Alors, quand on a des difficultés dans le domaine de la volonté, on se doit d'essayer de comprendre pourquoi on a une difficulté. Parce que si c'est une difficulté au niveau que tu ne comprends pas la valeur de la chose, tu ne vas pas répondre au problème de la même manière que si c'est une faiblesse de caractère. Maintenant, normalement, si tu grandis dans une famille équilibrée, avec des parents qui s'efforcent de faire correctement leur travail, alors tu vas grandir avec une force de caractère. Pourquoi? Parce que tes parents, dès ton plus jeune âge, ils ne vont pas faire toujours ta volonté. Et tu devras apprendre à gérer les situations où on ne fait pas toujours ta volonté.
Et avec le temps, tu vas apprendre que c'est pas la fin du monde. Et que tu peux apprendre à surmonter tes demandes qui n'ont pas été satisfaites dès le moment. Alors, ça va t'aider à avoir une force de caractère. Bien entendu, il faudra bien expliquer aussi que si tu grandis avec des gens qui seront toujours autoritaires et qui vont toujours prendre les décisions à ta place et qui ne vont pas te laisser faire les expériences de ta vie et qui ne vont pas te donner confiance en toi, que tu es capable de réussir dans tes choix à toi, eh ben, tu vas grandir avec une faiblesse de caractère. C'est évident, parce que tu n'auras pas confiance en toi. Et tes parents, ils vont toujours prendre toutes les décisions à ta place, ils ne vont pas te donner confiance, et ils ne vont pas te laisser faire tes expériences. Alors, de la même manière que l'on doit apprendre à comprendre comment la compréhension, ça marche, on doit aussi apprendre à comprendre comment la volonté, ça marche. Et l'entourage, les parents, dans ce sens-là, ils ont un très grand rôle à jouer. Mais n'empêche que tu as aussi ta responsabilité à toi. Et tu ne peux pas tout mettre sur le dos de tes parents. Et il y a des étapes dans la vie où tu dois apprendre à t'assumer par toi-même. Mais si tu as reçu suffisamment d'amour, alors tu sauras relever les défis. Et même quand tu vas avoir des échecs, c'est pas ça qui va te casser dans ton être. Donc les échecs vont t'apprendre à te renforcer dans ta vie et tu vas essayer à tirer les leçons positives de tes échecs. Ça, c'est pour la volonté. Je passe à la troisième dimension, qui est la réalisation. Alors, dans la réalisation, on se devra aussi de connaître pourquoi on a des difficultés. Parce que des fois, on va avoir du mal à réaliser les choses. Ou bien on va les réaliser, mais pas correctement. Alors, je vous donne des exemples. Il te manque de l'expérience. Alors, tu fais, mais pas très bien. Ou bien, tu n'es pas calme dans ton être. Alors, tu fais les choses, mais ça va toujours sortir tordu. Troisième, il te manque des outils. Tu sais faire les choses, mais tu ne les fais pas correctement parce qu'il te manque ou de l'expérience ou de la compréhension des choses. Il te manque des outils. Tu ne fais pas correctement les choses. Alors, pourquoi j'ai fait tout ce chemin avec vous? Parce que maintenant, je voudrais vous expliquer que dans l'étude de la Torah, il y a des grands domaines que l'on se doit de connaître. Alors, par exemple, un des domaines, c'est la halakha. Mais ça ne suffit pas de connaître la halakha au niveau théorique. Les gens qui t'enseignent la halakha, ils doivent t'apprendre à réaliser correctement la halakha dans le monde actuel et dans le monde dans lequel tu vis. Et ils doivent te donner des solutions pratiques et des solutions qui sont bonnes, qui ont été vérifiées et qui donnent des bons résultats. Et un cours de halakha ne doit pas être un cours uniquement théorique. Mais d'un autre côté, je me permets d'attirer votre attention, un cours de halakha ne doit pas être uniquement pratique, parce que tu dois connaître les principes de la halakha. Et si tu ne connais pas les principes de la halakha, eh ben, à chaque fois, on va te ramener des nouveaux cas, mais tu ne sauras jamais répondre par toi-même parce que tu ne connais pas les principes. Alors, les gens qui sont appelés à enseigner la halakha se devront d'avoir des connaissances théoriques d'un côté, mais aussi ils devraient avoir des connaissances pratiques pour réaliser la halakha correctement dans la pratique quotidienne. Mais maintenant, je vous donne un autre domaine. Il y a aussi l'étude des vertus et l'étude du moussar.
Là aussi, une nouvelle fois, ça ne suffit pas de connaître les vertus au niveau théorique. Et ça ne suffit pas de connaître leur importance au niveau théorique. Il faut aussi donner des exemples dans le vécu pour pouvoir amener les gens à comprendre comment trouver des solutions pratiques et comment réaliser dans la vie de tous les jours les vertus correctement. Alors, je m'arrête là pour vérifier. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez correctement ce que je veux dire? Est-ce que vous avez des questions ou des interventions? Oui, on vous entend. D'accord. Alors, ça, c'est Ève qui a dit. Et est-ce qu'il y a d'autres filles? Alors, est-ce que vous avez d'autres interventions ou des questions ou quelque chose à dire ou je continue? Non, tout est super clair. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je continue. De la même manière qu'il y a le monde de la halakha, que c'est au niveau de la pratique, et il y a le monde des vertus, que c'est au niveau du cœur. Alors maintenant, par rapport à la compréhension, il y a la pensée juive. Et on se devra d'étudier la pensée juive. Et on se devra de connaître les différentes valeurs de la pensée juive. Alors tout de suite, vous allez me dire, mais où on apprend la pensée juive? Alors je vais vous donner 3 réponses. D'abord, dans la paracha de la semaine. Parce que la majorité de la Torah, c'est pas la halakha. La majorité de la Torah, c'est des histoires à travers lesquelles on va nous apprendre des enseignements. Et on va nous apprendre des critères. Et très souvent, la communauté d'Israël, dans son histoire, va réaliser bien ou mal le comportement qu'on attend d'elle, ou bien la réflexion qu'on attendait d'elle. Et donc, si les gens prenaient le temps d'étudier la paracha correctement, alors ils auraient une vision juive de la vie. Le deuxième domaine que l'on se doit d'étudier, c'est la Bible. Parce qu'une nouvelle fois, dans la Bible, on voit les réussites, mais aussi les échecs de la communauté d'Israël, et on est tenu à tirer les leçons pour ne pas recommencer les bêtises. Alors, j'ai envie de vous dire, non, j'ai envie de vous poser comme question et d'y répondre. Quelle est la différence entre quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui est imbécile? Réponse, vont nous dire les sages. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui fait des erreurs, mais qui ne le recommence pas, parce qu'il tire les leçons de ses erreurs. Je tiens aussi à expliquer que quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui tire les leçons des erreurs des autres. Et où tu trouves les erreurs des autres? Dans l'étude. Et quelqu'un d'imbécile, c'est quelqu'un qui fait des erreurs et qui les recommence et qui tire jamais les leçons. Alors, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, quelqu'un d'intelligent et quelqu'un d'imbécile, les deux font des erreurs. Oui, ça n'existe pas des gens qui ne font pas des erreurs. Même les gens intelligents font des erreurs. Bien entendu, ce n'est peut-être pas forcément les mêmes erreurs pour tout le monde. Mais même les gens intelligents, ils font des erreurs. Alors vous allez me dire, mais alors quelle est la différence? Réponse, est-ce que tu tires les leçons de tes erreurs et donc tu ne vas pas les recommencer? Ou bien tu les recommences sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt? Je continue. De la même manière que la pensée juive, on est tenu de l'apprendre à travers la paracha et on est tenu de l'apprendre à travers la Bible, il y a aussi un domaine qui s'appelle la pensée juive. Et il y a des livres de pensée juive. Alors, par exemple, je vous en cite comme ça, le Kuzari, le Maharal, le Rav Kook, la Chassidoute, le Ramchal, etc., etc. Alors, si j'ai bien expliqué ce que j'ai envie de vous dire, alors il y a 3 domaines qui s'appellent la compréhension, la volonté et la réalisation.
Et chacun de ces domaines se doit de trouver sa réponse à travers l'étude de la Torah. Alors l'action, la pratique, c'est la halakha. On se devra d'apprendre correctement la halakha. Ne pas interdire ce qui est permis et ne pas permettre ce qui est interdit. Ensuite, il y a le monde de la volonté. Ça, c'est les vertus, c'est le moussard. Et à part ça, il y a le monde de la réflexion. Ça, c'est le monde de la pensée juive. Alors, l'étude de la Torah se divise en 3 parties, parce que nous aussi, les êtres humains, on a 3 parties. Je vous rappelle, la tête, le cœur et les membres. C'est les 3 parties que j'essaye de vous expliquer. Maintenant, je voudrais continuer. Il y a une différence essentielle entre 2 institutions qui sont complètement opposées. La fac et la yeshiva. Et en fin de compte, le choc des cultures entre la fac et la yeshiva, c'est le choc entre le monde grec, la culture grecque, et la culture juive. Philosophe, c'est quelqu'un qui a l'amour de la connaissance. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va la réaliser. Ça ne veut pas dire qu'il va essayer d'être à la lueur de l'enseignement qu'il va communiquer. Et dans le monde de la fac, le plus important, c'est l'arbre de la connaissance, mais pas l'arbre de la vie. Alors, il peut donner une conférence, mais ça veut sur un sujet X, Y, Z, mais ça ne veut pas dire qu'il va se sentir concerné de réaliser ce sujet dans sa vie privée. Alors, j'ai envie de vous dire que la faute de Adam Arishon, qui a mangé de l'arbre de la connaissance et qui n'a pas mangé de l'arbre de la vie, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la fac, où on a beaucoup de connaissances, mais ça ne veut pas dire qu'on va les réaliser dans notre vécu personnel. Alors, ne croyez pas que l'arbre de la connaissance est forcément mauvais. Non. Mais il ne faudra jamais oublier que le but ultime, c'est d'abord et surtout la réalisation. Ne vois pas dans l'étude une fin en soi, comprends que c'est une étape vers la réalisation. Et le plus important, c'est la réalisation. Et donc, dans la Mishnah qu'on est en train d'apprendre, lo amidrash ou haïkar, ce n'est pas l'étude qui est la plus importante, et là, c'est mais la réalisation. Et on ne peut pas réaliser si on ne comprend pas. Alors, bien entendu, il faut passer par l'étude, mais il ne faut pas s'arrêter à l'étude. Alors, j'ai envie de vous dire une autre différence. Dans le monde de la pensée, c'est très facile, relativement. Et tu peux parler, et tu peux donner une conférence, et tu peux parler de sujets X, Y, Z. C'est pas difficile. Par contre, la réalisation, c'est beaucoup plus difficile, parce que ça te demande un engagement. Dans le monde de la pensée, tu peux être pluraliste. Tu prends un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Tu vas étudier ce livre-là, ce livre-là, ce livre-là, ce livre-là. Mais dans le monde de l'action, ce n'est pas possible. Dans le monde de l'action, tu dois t'engager. Tu dois être capable de faire des choix et tu dois assumer les choix. Alors, très souvent, les gens qui vont venir en Israël vont être confrontés à une réalité tellement complexe qu'ils vont perdre les pédales.
Ça veut dire qu'ils ont reçu un enseignement à la base qui ne leur donne pas des outils pour gérer correctement la complexité de la réalité dans laquelle ils se trouvent. Ils ont reçu un message trop simpliste. Alors quand ils arrivent en Israël et qu'ils sont obligés de se confronter à la réalité, ben, ils perdent complètement les pédales. J'ai envie de vous dire que cette même difficulté, ce n'est pas uniquement pour les gens qui vont venir en Israël. La même difficulté, ce sont pour les gens qui vont étudier plusieurs années en yeshiva et qui après sont appelés à sortir de la yeshiva et commencer à réaliser leur vie. Il faut qu'ils aillent travailler, il faut qu'ils construisent une famille, il faut qu'ils se mesurent à tous les défis que la vie va leur présenter devant eux. Alors le vrai défi, ce n'est pas l'étude à la yeshiva. L'étude à la yeshiva, c'est la première étape. Elle est essentielle et on en a besoin toute notre vie. Mais le but, c'est la réalisation pratique. Si l'enseignement reste uniquement théorique, ben ça ne suffit pas. Et j'ai l'impression que trop souvent, l'enseignement spirituel qu'on nous enseigne ne nous donne pas forcément les outils adéquats pour gérer la complexité de la vie et pour pouvoir le réaliser correctement dans le vécu personnel ou dans le vécu collectif. C'est la même chose. Alors je m'arrête pour vérifier. Est-ce que vous m'entendez? Et surtout, est-ce que vous avez des questions ou des interventions? On vous entend très bien. Et au niveau des questions ou des interventions? Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Je voulais juste poser une petite question. Alors, toutes les semaines, on étudie la paracha. Excusez-moi, madame, si vous pouvez vous nommer, ça serait plus agréable. Ah, pardon, je m'appelle Patricia. D'accord. Voilà, et je voulais poser une petite question, à savoir que toutes les semaines, on nous fait des cours sur la paracha, mais très peu sur les prophéties. Pourquoi est-ce qu'on met, enfin, dans tous les cours qu'on reçoit, on a très peu de cours sur les prophéties? Pourquoi? Excusez-moi. Alors, vous avez raison, et c'est une erreur. On se doit d'étudier la Bible, et on se doit d'étudier correctement toute la Bible. Et j'ai envie de vous répondre, il n'y a pas de sujet tabou. Alors, on doit être capable de poser toutes les questions et on doit être capable de donner des réponses juives à des problèmes actuels. D'accord. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous répondre? Oui, bien sûr, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, on voit quand même certaines prophéties qui se réalisent, donc ça serait intéressant de faire le parallèle. Exactement, vous avez entièrement raison, madame. Alors, je récapitule la dernière idée que j'ai été en train de vous expliquer. La faute de Adam Arishon, c'est d'avoir consommé l'arbre de la connaissance et pas l'arbre de la vie. Ça veut dire, dans un langage moderne d'aujourd'hui, la faute de Adam Arishon, c'est de voir dans l'étude une fin en soi et d'oublier que le plus important, c'est la réalisation dans le monde que nous vivons. Alors, je vais vous le dire de manière un peu crue. Si la yeshiva devient un monastère où on s'enferme et on ne se mesure pas avec les problèmes de la société ambiante, bah ça veut dire qu'on s'est complètement trompé. Et on s'enferme dans un discours théorique, mais qui n'a aucun rapport avec le monde pratique dans lequel nous vivons. Alors, normalement, la maison d'études, c'est un endroit où on doit
donner une réponse juive à des problèmes actuels. Mais très souvent, à cause de l'exil, on donne à des problèmes actuels des réponses qui ne sont pas forcément juives. Alors ça, c'est un problème. Je voudrais conclure ce deuxième enseignement-là de la Mishnah et maintenant passer au troisième. Vekol amarbe devarim mevi chet. Alors d'abord la traduction. Plus tu vas parler et plus tu risques de commettre des erreurs. Alors je voudrais prendre le temps de bien vous expliquer cet enseignement. Cet enseignement ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler. C'est très important de parler. Et il faut apprendre à parler correctement de tous les sujets. Ça, c'est la suite logique du cours de la semaine dernière où on a parlé en long et en large et en travers de la grandeur et de la valeur de la parole. Mais n'empêche que l'on doit apprendre à gérer correctement la parole. Et quand on parle n'importe comment, de n'importe quoi, alors forcément on va faire des erreurs. Ça peut être des erreurs au niveau de la compréhension. Ça veut dire qu'on va tomber dans des généralités, où on va rester avec une lecture superficielle des choses, et on ne va pas prendre le temps d'analyser correctement. Alors par exemple, j'ai envie de vous dire qu'en Israël, dans les nouvelles, ils sont champions pour nous donner des bribes d'informations, mais on n'a jamais toutes les données sur un domaine. Alors c'est très difficile de se faire une position. Alors ça, je vous donne un exemple, mais je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, parce que ça remonte à très longtemps. Mais quand j'étais en France, il y avait un journal qui s'appelle Le Monde. Vous avez entendu parler de ce journal? Oui. Alors, à l'époque, il faisait des dossiers. Il prenait un sujet, il faisait des dossiers. Alors ça, c'était très bien, parce qu'il te donne plein de notions et plein de données sur un sujet, et comme ça te permet de mieux le maîtriser. En Israël, malheureusement, ça n'existe pas, ça. Alors, tu restes sans arrêt avec une vision superficielle et incomplète des choses. Deuxième difficulté, tu vas parler. Deuxième difficulté, tu parles, mais tu ne vas pas faire attention à ce que tu dis. Alors forcément, tu vas dire des bêtises. Ou bien tu vas dire des choses qu'on ne doit pas dire. Style le lashon hara, etc. Alors pour apprendre à gérer correctement la parole, je voudrais vous donner certaines lignes de conduite. D'abord, on devra toujours s'efforcer de parler de manière précise. Et ensuite, on ne devra jamais faire des généralités. On ne va jamais dire les laïcs, les chilonim, les charidim, les ultra-orthodoxes. Non, ne fais pas des généralités. S'il y a un problème, apprends à parler de manière précise du problème. Ne fais pas une généralité. À partir du moment où tu vas faire une généralité, tu vas tomber forcément dans l'erreur. Et si tu veux parler d'un problème, tu dois apprendre à en parler correctement. Deuxième principe, efforce-toi toujours de parler du problème correctement et de ne pas toucher la personne de manière personnelle. S'il y a un problème, il faut s'occuper du problème. Mais ne parle pas de la personne, tu parles du problème. Si tu parles de la personne, tu vas tomber dans le lashon hara. Mais pour gérer correctement la parole, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire. Tu ne vas pas parler de la personne, mais d'un autre côté, tu vas apprendre à parler correctement du problème.
Est-ce que vous comprenez les deux enseignements que je viens de vous dire? Ne pas faire des généralités et parler du problème, mais pas de la personne en elle-même. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Oui. Et à part Ève, parce que j'entends que Ève et Patricia, les autres, je ne sais pas qui c'est. Oui, on comprend. Merci. C'est qui vient de parler là? Sharon. Ah, Sharon. Je te remercie d'être là aussi. OK. Alors, je continue. Dernier enseignement. Tout ce qui se doit d'être dit, se devra d'être dit. Mais tu dois réfléchir à l'avance. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Et bien entendu, tu devras réfléchir à l'avance comment le dire. Mais la Mishnah n'est pas là pour nous boucler la bouche. Et la Mishnah n'est pas là pour que l'on ne dise pas des critiques s'il faut le dire. Tu dois réfléchir à l'avance. Est-ce qu'il faut le dire? Et tu dois réfléchir à l'avance comment le dire. Ça veut dire que très souvent, tu as raison, mais tu tombes dans l'erreur parce que la forme n'était pas bonne. Et très souvent, les gens qui vont tomber dans la colère, ce sont des gens qui ont raison au niveau du contenu, mais ils ont tort au niveau de la forme. Alors leurs paroles ne peuvent pas être acceptées parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'exprimer correctement. Alors avec votre permission, je m'arrête là parce qu'il est déjà 4 heures et dans 1 minute, je dois faire un cours dans une autre classe. Alors je vous souhaite une très bonne journée et si Dieu veut, alors le prochain rendez-vous, c'est quand le prochain rendez-vous? J'ai oublié. C'est le cours sur le Maharal de... C'est jeudi, je crois. Je crois aussi. Ouais, jeudi sur le Maharal. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à jeudi si vous voulez bien. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi.